Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. On va parler d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a lancé son parti, il s'appelle Horizon. Il veut constituer une nouvelle offre politique. Vous diriez que c'est une chance ou un problème pour Emmanuel Macron? D'abord, je trouve que c'est une démarche très intéressante qui vient s'ajouter à la recomposition générale à laquelle on assiste. On n'est pas obligé de voir les choses de manière toujours négative. Après, moi je pense que c'est un peu le baiser de la mort quand même, parce que j'ai compris qu'il avait, sur 2 heures de discours, annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron pendant à peu près 5 minutes. Et tout le reste du temps a été consacré à pointer les 2 grands échecs de ce quinquennat, c'est-à-dire l'insécurité et les déficits publics. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un ami qui va être quand même un peu pesant dans la démarche de M. Macron. Vous dites cela parce que le logiciel qu'il défend, c'est rétablir l'ordre dans nos comptes Et dans la rue. et dans la rue. Alors justement, il propose, à propos des comptes publics, la retraite à 67 ans. Il fait de la question du budget une priorité. Il a raison, vous qui avez été ministre en charge de cette question-là? Mais bien sûr qu'il a raison, et c'est évidemment la préoccupation numéro 1. Moi, je suis très étonné de voir que c'est un sujet qui est totalement absent du message présidentiel. Et d'ailleurs, insuffisamment présent à droite aussi, parce que nous sommes arrivés à des niveaux de déficit qui sont très élevés, et on n'en parle pas avec les Français qui, du coup, se disent finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Si, parce qu'en réalité, derrière, c'est des générations entières qui vont récupérer le poids de la dette et des déficits. De là, proposer la retraite à 67 ans, Jean-François Copé? Moi, je pense que c'est un sujet qui ne peut pas être tabou. C'est pas possible. On ne peut pas augmenter l'espérance de vie grâce au progrès scientifique, allonger la durée des études et ne pas voir que ça va aussi rejaillir sur le poids de nos enfants qui vont financer la retraite de leurs parents. Donc c'est ces sujets-là qu'il faut mettre sur la table. Alors je reconnais que c'est moins agréable que d'annoncer des chèques toute la journée pour les gens. Mais sauf que c'est évidemment un chèque en blanc. Le problème, c'est ce que dit Laurent Berger dans le JDD hier. Il dit le problème, c'est que la moitié des gens qui arrivent à la retraite sont au chômage. Non, pas de travail. L'emploi des seniors, c'est un sujet. Donc on leur dit, vous allez travailler jusqu'à 67 ans. Non, mais bien sûr, mais parce que tout ça est caricatural. Il ne s'agit pas de dire. D'ailleurs, je ne suis pas le porte-parole d'Édouard Philippe, ce n'est pas le sujet. Enfin, on voit bien qu'on ne peut pas rester totalement inerte sur cette question des retraites. Et donc, bien sûr que la question de l'âge, de l'allongement de la durée au travail, elle doit se voir en tenant compte individuellement de chaque situation. Il a encore le temps de le faire, Emmanuel Macron? Non. C'est trop tard. Non, mais non seulement il n'a pas le temps de le faire, mais je suis même pas sûr qu'il le fera après. Supposer qu'il soit réélu. Parce qu'en réalité, c'est pas une âme réformatrice que nous avons à la tête du pays. Nous avons quelqu'un qui a plein de qualités, qui a fait d'ailleurs des choses dans des conditions difficiles. Moi, je salue le travail sur la gestion de la crise sanitaire, notamment du point de vue économique, avec un Bruno Le Maire et un ministère des Finances qui a été actif. Mais dans le même temps, dès qu'il y a une réforme un peu difficile, on vous l'annonce à grand renfort de publicité, mais surtout on ne la fait pas. Et c'est ça l'un des grands rendez-vous manqués de ce quinquennat. Le rendez-vous que vous fixe le président de la République, lui, c'est l'investissement. Il dit, en fait, il faut profiter de ce moment-là pour investir. Il va présenter un plan d'investissement demain pour la France 2030, pour développer notamment les technologies d'avenir. Il dit, l'urgence, c'est l'avenir, c'est pas de rembourser la dette. Non, mais encore une fois, bien sûr que l'urgence, c'est de préparer l'avenir. C'est d'investir. Bien sûr qu'il faut investir, mais à la condition qu'on réduise les dépenses de fonctionnement. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas investir suffisamment parce que les dépenses de fonctionnement de l'État sont énormes et qu'on n'imagine jamais dans la bouche d'Emmanuel Macron de les réduire. Il y avait hier soir un documentaire sur la 5, très intéressant, sur la défense. Et on voyait quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de nos ambitions dans le monde parce que justement, on a réduit les crédits d'investissement. C'est ça notre problème. Lorsque vous étiez aux responsabilités, vous votiez des budgets en équilibre? Ah non, mais puisque vous me posez la question, je vous rappelle que lorsque j'ai été ministre du Budget, les 3 années, on était dans les critères de Maastricht à 2,3% de déficit sur le PIB. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 8. Après une crise sanitaire, vous en convenez? Oui, bien sûr, après une crise sanitaire. Mais une fois qu'on a dit ça, juste avant la crise sanitaire, on était aux alentours de 5-6, c'était pas plus glorieux. En tout cas, le moment de vérité sur les finances publiques, vous considérez qu'on l'a atteint, que c'est aujourd'hui? Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas séparer les dépenses Covid du reste et que personne ne comprend qu'on continue d'augmenter les dépenses de fonctionnement de l'État. Ça va se traduire par des augmentations d'impôts si on continue comme ça, qui vont étrangler le pouvoir d'achat des Français. Vous parlez tout à l'heure de la recomposition politique. On continue. Donc d'un côté, il y a Édouard Philippe qui crée son parti, puis de l'autre, il y a Éric Zemmour qui est presque candidat. Il dit, Éric Zemmour, qu'il est la droite de Pasqua, celle de l'ancien RPR. Il dit que vous êtes des notables centristes qui ont trahi le général. Non, mais ça, c'est l'imposture intellectuelle de la semaine. Zemmour en particulier ou cette phrase? Zemmour.
Zemmour et faire croire qu'il est au RPR, ce qui est une tentation d'ailleurs classique de l'extrême droite depuis toujours. Le RPR, sauf erreur de ma part, ne disait pas que François Ier avait été le plus mauvais des rois ou que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs pendant la guerre. Bon, donc sinon, je n'aurais pas adhéré, moi, au RPR. Oui. Alors, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. En vérité, Zemmour, c'est pas De Gaulle. Zemmour, c'est Charles Maurras. Alors, le nom est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est qui? C'est le théoricien de l'extrême droite française au XIXe siècle. C'est celui qui parlait à l'époque du grand remplacement. Alors, on ne parlait pas à l'époque des musulmans, on parlait des juifs et des italiens. Mais c'est la même thématique. Je n'ai jamais entendu cela au RPR, et naturellement pas non plus à l'UMP. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Éric Zemmour, il se nourrit des carences en termes idéologiques d'une droite qu'on n'entend plus. Mais il se nourrit aussi, bien sûr, et il se nourrit de la même manière, parce qu'il faut dire les choses jusqu'au bout, de ce que la droite, quand elle était au pouvoir, n'a pas fait ce pourquoi elle avait été élue. Et c'est ça notre défi. Car la France, aujourd'hui, elle est à droite et elle attend qu'il y ait un vrai parti de droite qui assume tout ça. On va en parler de la droite et de votre parti. Pendant des années, la classe politique a cherché le bon ton, le bon moyen de s'opposer, notamment à Jean-Marie Le Pen, puis à Marine Le Pen. Quel est le bon moyen de s'opposer à Éric Zemmour, Jean-François Copé? Refuser toute compromission et toute alliance avec lui. Il y en a qui sont tentés? Bien sûr. Et c'est une Dans erreur. Votre parti? Et c'est une erreur mortifère. À partir du moment où on cède sur cette digue, on ne peut plus parler de rien. Parce que la France n'est pas une page blanche, parce que l'histoire de France, elle a été marquée à certains moments par les tragédies de l'extrême droite au pouvoir en France, et que nous devons avoir une digue étanche. Et c'est parce qu'on a une digue étanche qu'on peut dire les choses, qu'on peut parler, comme je l'avais fait en d'autres temps, de droite décomplexée. Vous voulez débattre avec lui? Ah bah bien sûr, je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais je le ferai. Là, maintenant? Ah oui, quand il veut. D'ailleurs, c'est même pas lui qui décidera. C'est d'habitude, c'est les chaînes de télévision. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je reprends un peu la parole, c'est qu'il y a des choses, il y a des voix qu'il va falloir entendre, parce qu'il prétend s'appuyer sur l'histoire de France pour dire des choses abominables. Il est bon que nous ayons quelques connaissances en histoire pour lui porter la contradiction. Alors, on parlait à l'instant de votre parti, les Républicains, qui sont appelés à désigner leur candidat le 4 décembre. Prochain. Xavier Bertrand laisse planer le doute sur sa volonté de participer à ce congrès. Il a jusqu'à mercredi. Si vous l'aviez en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez? Viens. Non, d'abord parce que je ne suis pas son conseiller ni le conseiller de personne. La politique, c'est très difficile. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Je pense que nous sommes en train de souffrir de manière extrêmement grave d'une absence de leadership, que malheureusement, la question ne pourra pas être tranchée au mois de décembre, parce que ce qui généralement fait l'élection, en tout cas fait la dynamique, pardon, pas l'élection, mais la dynamique, c'est les sondages. Et nous attendrons avec intérêt de voir comment les Français se cristalliseront au mois de janvier. Et de toute façon, s'il y a un gagnant au sein de LR au mois de décembre et qu'il n'est pas en tête dans les sondages au mois de janvier, il faudra en tirer quelques conséquences. Lesquelles? Imaginez que Xavier Bertrand ne soit pas au Congrès et que nous ayons un ou une candidate qui gagne. Il faut que l'un et l'autre se mettent d'accord au mois de janvier, tant pis pour le mois de décembre, en fonction des sondages. C'est encore possible. Et que surtout celui qui soit derrière accepte de se retirer. Parce que sinon, effectivement, on pourra définitivement fermer la maison LR. Qui vous soutenez? Pour ma part, j'ai décidé de ne soutenir personne. J'ai une sympathie pour Valérie Pécresse, qui est présidente de ma région, pour lequel je trouve qu'elle fait un travail remarquable à la région et que son programme est tout à fait intéressant, mais je ne m'engagerai pas dans cette primaire, en tout cas jusqu'à plus ample informé, parce que je suis contre le principe de cette primaire, qui est à l'inverse de ma conception. Il n'y aura pas de primaire. À l'inverse de ma conception du rapport à l'élection présidentielle. Je l'ai toujours dit, je l'ai écrit il y a encore quelques semaines, et j'aime bien être en cohérence avec ce que je pense. 52 parlementaires ont apporté leur soutien à Michel Barnier. Il paraît que c'est le moment Barnier. Oui, c'est le favori? Oui, évidemment que c'est le favori, puisque le corps électoral, c'est uniquement les militants LR, et qu'ils sont sensibles à ceux qui sont restés dans le parti. C'est assez logique. Hein. Ce serait un champion pour la droite. En tout cas, pour LR, ça c'est sûr. D'ailleurs, et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup d'estime pour Michel Barnier, qui a été notre représentant de manière absolument remarquable dans l'épreuve du Brexit. C'est tout à l'heure, Thomas le rappelait, vous avez été blanchi par la justice dans l'affaire Big Malion, qui a commencé, on se souvient, comme l'affaire Copé. Avant de devenir l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Exactement, ça vous autorise donc un retour en politique. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, Jean-François Copé? Non, je suis là ce matin parce que, de manière générale, j'ai décidé de participer un peu plus au débat public, tout simplement parce que je pense qu'il est important que certaines voix soient entendues face à la remontée de l'extrême droite. Voilà. Et je considère que ce que dit aujourd'hui Éric Zemmour ne peut pas être pris à la légère et doit être contredit. C'est dit. Merci beaucoup, Jean-François Copé.